Dans cette présente édition des moments forts de l'histoire, on vous invite à remonter le temps, plus précisément en 1969, pour redécouvrir les premiers pas de l'homme sur la Lune. La Lune, qui depuis des milliards d'années reste et demeure la fidèle compagne de notre berceau, la Terre. Depuis toujours, sa présence est pour l'humain un réconfort. Sans la Lune, il est probable que la vie telle que nous la connaissons n'aurait jamais pu voir le jour sur Terre. Bien que la Lune ne soit que notre satellite naturel, son influence sur notre planète est immense. Car c'est elle qui organise le va-et-vient incessant des marées grâce à sa force gravitationnelle. C'est sa force qui maintient la Terre sur son axe légèrement penché, permettant l'existence des saisons. Sans la Lune, la Terre serait un monde déchaîné par des vents violents et des cataclysmes. Cependant, cette même Lune reste un endroit sans air, sans eau et sans aucune végétation. Le jour, la température peut grimper jusqu'à 120 degrés Celsius et la nuit, elle peut retomber brutalement jusqu'à moins 163 degrés Celsius. La gravité présente sur la Lune correspond à 1/6 de celle sur le sol terrestre. En d'autres mots, un homme de 80 kg sur Terre ne pèse que 13 kg sur la Lune. Et c'est à cause de cette faible gravité que l'on a pu voir les hommes qui ont foulé le sol de la Lune faire des bonds de géants. Et justement, revenons à ce moment fort de notre histoire. Cet exploit, qui date de 1969, découle d'une course effrénée à l'espace qui fait rage à l'époque. Les États-Unis veulent frapper un grand coup après l'envoi du premier homme dans l'espace par les Soviétiques en 1961. John Fitzgerald Kennedy lance ainsi le programme Apollo avec un objectif très clair, mais jugé irréalisable et incertain pour l'époque, celui d'envoyer un homme sur la Lune avant l'arrivée de la Saint-Sylvestre 1969. La NASA se voit plongée dans une folle entreprise. Pour développer le matériel et les véhicules nécessaires à la réalisation de ce projet, le programme Gemini est lancé. La conquête spatiale nécessite un budget faramineux et des effectifs très nombreux. Le budget de la NASA, représentant 0,9% du budget de l'État au lancement du programme Apollo, atteint son pic en 1966 avec 5,5%, représentant presque 6 milliards de dollars alloués sur une seule année. En parallèle, le programme Apollo entraîne les astronautes en vue d'effectuer des voyages spatiaux et de pouvoir gérer de manière optimale les manœuvres visant à se poser sur la Lune. Le 27 janvier 1967, la première mission Apollo 1, censée être le premier vol habité, est presque prête. À un mois du grand départ pour les étoiles, l'équipage effectue une répétition au sol en conditions réelles. Cependant, un incident technique dû à un défaut de fabrication dans les circuits électriques déclenche un incendie qui ravage le vaisseau. 712 just handed us from WCCO Radio News now. An accidental fire has broken out on the Apollo launch pad at Cape Kennedy, killing at least one person. Now here's more news on that. Good evening. Astronauts Virgil Grissom, Edward White, and Roger Chaffee have been killed in a flash fire during a rehearsal of the countdown and launch of the Apollo flight they were to have made on the 21st of next month. Les trois astronautes présents à bord, Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee, périssent dans l'incendie. Cet accident tragique viendra remettre en cause tout le programme Apollo et des efforts drastiques sont déployés afin d'assurer la sécurité des futurs équipages. Plusieurs autres missions Apollo destinées à tester le matériel se déroulent sans équipage jusqu'en 1968. Les vols habités préparatoires à l'arrivée sur la Lune ne reprendront qu'à partir de la mission Apollo 7. Entre le 11 octobre 1968 et le 26 mai 1969,
4 vols habités vont effectuer les derniers préparatifs avant de tenter de réaliser l'impossible. La mission Apollo 10, dernière répétition générale, se déroule sans encombre du 18 au 26 mai 1969. Tout est alors fin prêt pour que la mission Apollo 11 effectue le voyage entre la Terre et la Lune et pour qu'elle se pose sur la surface lunaire. Les heureux élus pour effectuer cette mission historique sont des astronautes chevronnés ayant tous participé à au moins un vol du programme Apollo. Ils se nomment Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin, et Michael Collins. Leurs rôles sont clairs et définis. Armstrong commande la mission, pilote le module lunaire jusqu'à la surface de la Lune et débarque au sol. Aldrin, lui, prend le rôle de copilote du module lunaire et pose également le pied sur le sol lunaire. Collins est le pilote du module de commande. Il reste en orbite autour de la Lune pendant que ses coéquipiers foulent le sol lunaire. Sur Terre, une équipe se relaie 24 heures sur 24 au centre de contrôle de Houston pour assister à distance les 3 astronautes qui vont écrire l'histoire. Le 16 juillet 1969, les 3 astronautes américains embarquent à bord de la fusée Saturn V. L'engin décolle de Cap Canaveral en Floride. C'est un énorme mastodonte d'environ 3000 tonnes et de plus de 100 mètres de haut, avec à son sommet la navette Apollo 11. En quelques minutes de vol, l'équipage est déjà en orbite autour de la Terre. Saturn V bouge à une vitesse décoiffante de 10 203 km/h. Ce voyage soumet les astronautes à une rude épreuve. Ils sont projetés de gauche à droite par les accélérations de la fusée. Mais le spectacle de l'autre côté du hublot est magique. Ils ont une vue incroyable de la Terre. Puis de la Lune. The view of the moon that we've been having recently is really spectacular. It fills about 3/4 of the hatch window, and of course we can see the entire circumference, even though part of it is in complete shadow and part of it's in earthshine. It's a view worth the price of the trip. Après 4 jours de voyage, Neil Armstrong et Edwin Aldrin, installés dans le module lunaire Eagle, descendent vers la Lune. Quant à Michael Collins, il reste en orbite dans un autre module, Columbia. Cette descente n'est pas de tout repos, bien au contraire, par 4 fois une alarme retentit. La pression monte. Faut-il arrêter la mission? Houston, le centre de contrôle, se montre rassurant. Rien de grave. Same alarm, and it appears to come up when we have a 1668 up. Roger, copy. Roger, understand. Go for landing. 3,000 feet. Same alarm. 1201. 1201 alarm. Same time, we're go, flight. Okay, we're go. Forward. Forward. Good. 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Straight shadow. 4 forward. 4 forward, drifting to the right a little. 20, down a half. 30 seconds. Forward, just. Good. Ready? Contact light.
Okay, engine stop. ATA at a descent. Mode control, both auto, descent engine command override off. Après cette arrivée quelque peu mouvementée, l'équipe passe au total 21 heures et 30 minutes à la surface lunaire. Ils n'ont que 120 minutes pour rouler et marcher sur la Lune, soit la moitié du temps initial prévu suite à leur péripétie lors de l'alunissage. Tout cela n'empêchera tout de même pas à Neil Armstrong de sortir la citation la plus connue du XXe siècle. C'est un petit pas pour un homme, mais un pas de géant pour l'humanité. That's one small step for man, one giant leap for mankind. 20 minutes plus tard, Edwin Aldrin le rejoint. Ensemble, les astronautes plantent le drapeau américain dans le sol lunaire, symbole de la victoire américaine sur l'URSS dans la conquête de l'espace. L'objectif fixé par le président est donc atteint. Il est retransmis par Mondiovision dans le monde entier. Cette démarche est rendue possible grâce à une caméra développée spécialement pour l'occasion que déclenche Neil Armstrong lors de sa descente de l'échelle du module. La suprématie des États-Unis ne fait désormais plus aucun doute. Au-delà de la course aux étoiles, la NASA avait également confié une mission scientifique aux deux anciens pilotes. La mise en place d'un sismomètre, d'un capteur de rayons cosmiques et surtout le prélèvement d'échantillons lunaires. Une autre tâche qu'ils ont accomplie à la perfection car ils sont rentrés à la base avec une vingtaine de kilogrammes de roches lunaires. Une aventure qui aura duré 195 heures au total et qui se solde sur une anecdote à la fois drôle mais pertinente. Aussi puissant soit un pays, nul ne peut ignorer la loi, en particulier aux frontières. La roche lunaire provenant d'un pays ou en l'occurrence une planète étrangère est enregistrée, tenez-vous bien, à la douane. Après l'exploit d'Apollo 11, plusieurs expéditions américaines retournent sur la Lune. Au final, les États-Unis envoient 6 missions et 12 hommes au total sur le satellite naturel de la Terre. La mission Apollo 17 en décembre 1972 est la dernière. Le gouvernement décide d'arrêter ce programme spatial, jugé trop coûteux. Ces voyages vers la Lune auront coûté plus de 250 milliards de dollars. Cependant, les différentes retombées de cette première mission lunaire sont non négligeables. Parmi il y a l'avènement de nouvelles méthodes de gestion de projets qui servent aujourd'hui encore dans le monde de l'entreprise. Sur le plan scientifique, le programme Apollo a contribué à augmenter considérablement les connaissances sur la Lune et même sur la Terre. Le programme a permis de récolter de nombreuses données relatives à la sismologie, aux flux de chaleur, aux champs magnétiques, aux vents solaires ou encore aux météorites. Omettre les retombées technologiques, le programme Apollo a joué un rôle essentiel dans le développement des techniques informatiques. À titre d'exemple, il est à l'origine du tout premier ordinateur à circuit imprimé au monde et avec les bases des langages de programmation. Comme quoi, la Lune a servi et continuera encore à servir de point de départ pour innover et rendre la vie humaine non seulement possible sur Terre, mais aussi bien plus agréable.